Je suis un vieux soldat. J'ai connu mon premier combat il y a 26 ans, c'était à Sarajevo, pendant la guerre, pendant que la ville était assiégée. Nous venions juste d'arriver, nous étions en train de nous installer dans la vieille ville, lorsque un de nos soldats a pris une balle dans la gorge et nous sommes rendus compte que nous étions attaqués par des miliciens qui étaient tout autour de nous, dans les bâtiments à côté de nous. Le combat a commencé, ça a duré 1 heure à peu près. Moi, j'étais au milieu de mes soldats, de mes combattants. Je donnais des ordres. J'aurais dû avoir peur. En réalité, j'étais bien. J'étais même très à l'aise. Et c'était presque agréable. Alors, non pas que je fus particulièrement courageux, mais en réalité, j'étais différent. J'étais devenu différent. J'étais plus calme, plus fort, plus froid, plus intelligent peut-être. Certainement aussi, je calculais les choses très vite. Mais j'étais aussi parfaitement inconscient du danger. J'étais un être transformé. D'une certaine façon, j'étais effectivement un soldat augmenté. Mais la technologie n'avait strictement rien à voir à l'affaire. Tout est parti, en réalité, d'une petite bille, taille d'une noisette, qui se trouve à l'intérieur du cerveau, qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est la sentinelle du corps. Elle est reliée à la mémoire qui lui donne de l'expérience, et à partir de là, elle recherche tous les indices de danger qui sont dans notre environnement. Et lorsqu'elle en décèle, elle mobilise le corps, elle essaie de vous transformer en super-héros, le temps de faire face à cette menace. Dans un deuxième temps, l'alerte arrive au cerveau, à l'avant du cerveau, au néocortex. Et là, le néocortex, vous allez vous poser une question, plus ou moins consciemment. Est-ce que je suis capable de faire face au danger? Est-ce que je sais ce qui se passe? Est-ce que j'ai les moyens d'y faire face? Est-ce que je subis? Est-ce que je suis actif? Et en fonction de la réponse, tout va basculer. Si la réponse est oui, je maîtrise, je comprends, j'ai les moyens d'eux, il est probable que vous allez rester effectivement cette sorte de super-héros pendant quelque temps. Si la réponse est non, eh bien là, la mobilisation va se transformer en emballement. À partir de 120 pulsations minutes, vous commencez à perdre de l'habileté. À partir de 140 pulsations minutes, vous avez du mal à prendre des décisions. Vous voulez faire des choses, vous pouvez faire des choses, mais vous ne savez pas quoi. Et donc, vous allez obéir. On va vous donner des ordres, vous allez les appliquer immédiatement. Et si vous ne recevez pas d'ordre, eh bien vous allez imiter quelqu'un qui va s'enfuir, ça va créer une panique, vous allez imiter quelqu'un qui va partir à l'assaut. Voilà, vous cherchez un modèle. Au-delà, à partir de 160 pulsations minutes, là, le corps lui-même se met lui-même en danger. Et il va entamer un processus, j'allais dire, de freinage, voire de paralysie. En gros, il va arrêter l'amygdale en lui disant « arrête ». Ça va trop loin, il faut empêcher la crise cardiaque. Et donc, il va bloquer l'amygdale. Mais en bloquant l'amygdale, il bloque aussi la mémoire, ce qui fait que souvent, vous êtes bloqué sur une scène que vous allez être condamné à revivre assez régulièrement. Et donc, en résumé, la proximité de la mort, qui est l'hypothèse de travail du soldat, va provoquer des individus différents, des individus augmentés d'une certaine façon, mais aussi des individus diminués. Et toute la formation du soldat va viser à faire en sorte que l'on bascule plutôt du bon côté de la force, de cette force qui est en chacun de nous. Le soldat augmenté, en réalité, c'est quelqu'un qui maîtrise l'emballement de son cœur. Alors pour cela, avant de le barder d'équipement, il faut barder le soldat de confiance en lui. Et pour cela aussi, il n'y a pas 36 solutions en réalité. Il faut le plonger dans des situations difficiles, d'une intensité qui soit proche du combat, et on lui apprend à s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on construit de la confiance. C'est dur, c'est parfois, au bout du compte, plus usant que le combat lui-même. Moi, mes pires souvenirs que j'ai de ma vie militaire, ce sont des périodes d'entraînement, ce n'est pas des périodes de combat. Mais voilà, ça c'est la première étape. Mais ça ne suffit pas. Un soldat, il n'est jamais tout seul. Il n'y a que dans les films qu'on voit des héros qui combattent tout seuls. En réalité, ils travaillent toujours en équipe. Pourquoi?
D'abord parce que travailler en équipe, c'est généralement plus efficace. Et puis ensuite parce qu'on va créer des obligations. Aller au-devant de la mort reçue, ou de la mort donnée d'ailleurs, ce n'est pas naturel. Si vous êtes tout seul, si vous êtes entouré d'inconnus, ce sera très difficile. Si vous êtes entouré d'amis ou de votre famille, eh bien vous serez beaucoup plus incité, vous vous sentirez obligé de faire des choses. Pourquoi? Pour les protéger, pour les aider, ou simplement parce que leur regard vous importe beaucoup plus que celui d'inconnus, par exemple. Mais ce n'est pas tout encore. Ces soldats, ces équipes, ils font partie d'une communauté très forte. Un de mes soldats disait ça très bien. Il me disait, voilà, quand je suis chez moi, je suis en civil, je suis dans ma banlieue, là où je suis né, en fait, je suis personne. Quand j'arrive au régiment, je suis en tenue, j'ai mes médailles, je suis le caporal-chef X, on me salue, on me vous voit, ici je suis quelqu'un. Il y a tout le poids du régiment, le régiment me donne une part de son prestige, il y a tout son poids, effectivement, du poids de son histoire, du poids des milliers de soldats qui sont morts dans ce régiment avant nous, et en échange, on est obligé de faire honneur au régiment, on est obligé de faire honneur au drapeau, on est obligé d'être courageux. Et enfin, le soldat, c'est aussi un représentant de la nation, dont il porte les couleurs sur la manche, c'est un représentant de la nation dans le monde du tragique. C'est quelqu'un qui est accepté comme un partenaire de prendre sur lui le risque pour en épargner les autres. Ça, c'est la formation d'un soldat. C'est comme ça qu'on construit un combattant. C'est à ce moment-là seulement qu'on nous envoie dans les combats, qui sont des bulles de violence qui apparaissent sporadiquement dans différents endroits, et à l'intérieur desquels on sait qu'on va être transformé, qu'on va être plié, tordu. Certains vont être tordus à vie, ou parfois brisés définitivement. Tout le reste, c'est de l'empilement. Vous pouvez barder l'individu de tous les gadgets possibles, d'un lance-missile, de liaison satellite, de vision de nuit, d'une armure, de tout ce que vous voulez. S'il est paralysé à l'intérieur, il sera à la merci d'un homme en peau de bête avec une massue, qui lui, par contre, contrôlera l'emballement de son cœur. C'est ça l'important. Alors, quand on pense soldat du futur, on voit ça, généralement. Toutes les armées modernes travaillent là-dessus. Donc, on a l'équivalent en français, ça s'appelle félin. Bon. Donc, il y a plein de choses, plein de gadgets, dont certains sont extrêmement utiles, attention. Et c'est même... Ils peuvent concourir même à la confiance par leur efficacité, par la résistance, par la protection qu'ils offrent. Certains sont des leurs, certains ne marcheront pas, parce qu'il y a une distance énorme entre le laboratoire et la situation de combat, sous le stress, ou comme je disais tout à l'heure, à 120 pulsations minutes, vous ne faites plus les choses de la même façon, par exemple. Dans des environnements difficiles, au Sahel, on combat par 50 degrés avec du sable, donc tout devient effectivement beaucoup plus compliqué. Parmi les tenues, alors le système français, ça s'appelle félin. Vous avez par exemple un petit boîtier qui vous indique les positions des soldats. Bon, en réalité, il lui faut de l'électricité, ça n'est pas réactualisé, et puis en réalité, le plus souvent, il suffit de lever la tête pour voir où sont les soldats. Donc ça ne sert à rien. Et, par contre, ça coûte très cher, bien évidemment. Car tout ça coûte très cher. Coûte très cher. Une panoplie française, ça coûte 42 000 €. Voilà. Face à des individus qui trouveront de toute façon aussi des solutions. Combattants au Sahel, avec 42 000 €, ils ont de quoi payer une centaine de combattants pendant un mois. D'accord ? Donc entre un soldat super équipé high-tech et 100 combattants, je ne suis pas sûr de savoir qui va l'emporter. Tout dépend, encore une fois, de ce qu'il y a à l'intérieur et de la motivation réelle de ces gens-là à combattre. Car la réalité du futur, ce n'est pas ça. Ce sont la multiplication des combattants amateurs, des combattants volontaires. C'est la multiplication des gens comme les frères Kouachi, qui vont s'auto-former, s'auto-équiper. Si on fait dans 20 ans, on prend dans le monde entier, on tire au sort un combattant, il est probable que ce ne sera pas ça, mais ce sera quelqu'un qui sera en jean, basket, qui sera équipé dans le civil, qui aura peut-être une Kalachnikov AK-47, comme 1947, qui se sera auto-formé. Et des combattants comme ça, il y en aura plein. Et surtout, ces gens-là, c'est ça la vraie différence, ces gens-là sont motivés à combattre. Et pour combattre ces gens-là, ce n'est pas des machines qui vont les arrêter. Ce n'est pas des machines.
ce sont d'autres humains. Il n'y a que des humains qui peuvent combattre d'autres humains. Il y a que des... Ce sont les nations, ce sont les groupes qui font les guerres, ce ne sont pas les armées. Pour combattre d'autres groupes, ben, il faut envoyer des soldats. Si les Français peuvent dormir tranquilles, c'est qu'il y a parmi eux, parmi nous, ben, des gens qui acceptent, des volontaires, des gens qui acceptent d'aller sur le mur, des gens qui sont volontaires pour mener une vie difficile, pour être transformés par la formation, par l'entraînement, pour être à coup sûr transformés par les combats. Ces gens-là, ben, ils sont importants, c'est un trésor national en réalité. Mais ils sont peu nombreux. Il n'y a jamais eu aussi peu de combattants en France pour autant de gens à protéger. Donc prenons garde, prenons-en garde, prenons-en soin, ils le méritent. Merci.